Il pensait que ces milliards lui donnaient le droit d'être cruel. Il pensait que la barrière de la langue était un rempart sûr derrière lequel il pouvait cacher ses insultes. Il avait tort. Lorsque Nikolai Petro, l'un des magnats de l'immobilier les plus redoutés de la ville, entra dans la salle obsidienne, il ne vit qu'une serveuse anonyme en uniforme. Il ne savait pas que la femme qui lui versait son vin détenait un secret qui allait bouleverser toute sa soirée et peut-être même sa réputation. Regardez attentivement, car le moment où l'arrogance s'effondre est un moment à ne pas manquer. Voici l'histoire d'une simple phrase en russe qui a réduit au silence un milliardaire. La pluie à Manhattan n'était pas seulement de la pluie, c'était une attaque glaciale implacable qui semblait dépouiller la ville de son glamour, ne laissant que les ossements d'acier gris en dessous. Mais à l'intérieur de la salle d'obsidienne, située au 44e étage de la Sterling Tower, le temps n'était rien de plus qu'une toile de fond pittoresque, un film muet se déroulant contre les baies vitrées allant du sol au plafond. Ici, l'air sentait l'huile de truffe blanche, l'acajou vieilli et l'argent ancien. Daisy Bennett ajusta le col de son uniforme à mi-donné dans le reflet d'un pot de fleurs en laiton poli. Elle avait l'air fatiguée, mais pas du genre de fatigue due au manque de sommeil, même si elle en avait beaucoup, entre son master en langue slave à Columbia et ses horaires à plein temps ici. C'était plutôt le genre de fatigue profonde qui vient du fait d'être invisible. À 26 ans, Daisy était un fantôme dans sa propre vie. Pour les clients de l'Obsidian Room, elle n'était qu'une paire de mains qui servait du bœuf wagyu et remplissait des flûtes en cristal de Dom Pérignon. Elle n'était pas Daisy, la fille qui pouvait réciter par cœur les prix des plats ou qui s'occupait actuellement d'une mère diabétique dont les frais médicaux la ruaient. Elle n'était qu'une serveuse. La table 4 est à toi ce soir, Bennett. Le directeur de salle, M. Henderson, lança cette phrase en passant, tout en regardant sa montre. Henderson était un homme qui transpirait l'anxiété. Il était terrifié par le Cleonel, ce qui le rendait tyrannique envers le personnel. Et pour l'amour de Dieu, arrange tes cheveux. C'est Nikolai Petro. Daisy sentit un nœud froid se former dans son estomac. Nikolai Petro. Même dans une ville de milliardaires, Petro était un requin parmi les poissons rouges. C'était un capital risqueur russo-américain connu autant pour ses rachats hostiles et impitoyables que pour son tempérament. Les tabloïds l'appelaient le prince de glace de Manhattan. Il ne se contentait pas de dîner. Il tenait le coup. Compris, dit Daisy d'une voix calme, malgré son trac. Elle remit en place une mèche rebelle de ses cheveux noirs dans son chignon serré. Elle avait besoin de pourboire ce soir. Le prix de l'insuline prescrite à sa mère avait doublé, et le loyer de leur petit appartement était en retard de 3 jours. Elle ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Les portes de l'ascenseur de l'entrée privée s'ouvrirent dans un léger sifflement, et l'atmosphère du restaurant changea instantanément. Le changement de pression était palpable. Nikolai Petro entra. Il était plus jeune qu'il n'apparaissait dans les journaux, peut-être la trentaine, vêtu d'un costume sur mesure couleur anthracite qui coûtait probablement plus cher que l'ensemble des frais de scolarité de Daisy. Il était beau, d'une beauté prédatrice, avec des yeux bleu pâle qui scrutaient la pièce comme s'il évaluait une propriété qu'il avait l'intention de démolir. 3 autres personnes l'accompagnaient. À sa gauche se trouvait Isabella Vance, un mannequin dont le visage était actuellement affiché sur les panneaux publicitaires de Times Square. Elle portait une robe qui ressemblait à de l'argent liquide et affichait une expression d'ennui permanent. À sa droite se trouvaient 2 hommes vêtus de costumes coûteux similaires, des associés ou peut-être des siphons. Daisy reconnut l'un d'eux comme étant Julian Thorne, un gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait été banni de 3 autres restaurants pour avoir jeté un verre de vin sur un sommelier. « Faites-les asseoir », murmura Henderson à l'oreille de Daisy en la poussant légèrement vers l'avant. « Et ne parlez pas à moins qu'on ne vous adresse la parole. Petro déteste les bavardages. » Daisy prit une inspiration, revêtit son masque professionnel, afficha un sourire poli et neutre et s'approcha du groupe. « Bonsoir, Monsieur Petro. Bienvenue dans la salle Obsidian », dit-elle en désignant la table d'angle privilégiée qui surplombait Central Park. « Par ici. » Nikolai ne la regarda pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il tendit simplement son manteau au vestiaire sans ralentir le pas et passa devant Daisy comme si elle était un meuble. C'était la première insulte de la soirée, désinvolte et calculée. Une fois assis, le groupe était déjà bruyant, leur rire couvrant les murmures étouffés des autres convives. Ils occupaient tout l'espace et ils le savaient.
Je veux le 82 Lafitte, aboya Nikolai avant même d'avoir ouvert le menu. Il regardait par la fenêtre, tournant le dos à la salle. Et dis au chef que si les coquilles Saint-Jacques sont caoutchouteuses comme la dernière fois, j'achète cet immeuble juste pour le licencier. Julian Thorne éclata d'un rire rauque. Impitoyable, Nico. Absolument impitoyable. Daisy se tenait silencieusement près de la table, un bloc-notes à la main, attendant le reste des commandes de boissons. Elle ressentit la douleur familière de l'humiliation, la façon dont il ne reconnaissait sa présence que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Mais elle ravala sa fierté. Loyer, insuline, frais de scolarité, répéta-t-elle mentalement. De l'eau gazeuse, dit Isabella sans lever les yeux de son téléphone. Un scotch sec. Le Macallan 25, ajouta Julian. Daisy acquiesça et nota rapidement. Bien sûr, je vais demander au sommelier d'apporter immédiatement la carte des vins pour la sélection des millésimes. Elle se retourna pour partir, et c'est alors qu'elle l'entendit. C'était la première erreur. Nikolai se pencha vers Julian, baissant d'une octave le ton de sa voix, passant sans transition de l'anglais à un russe guttural et rapide. Mishnetaki. Daisy se figea pendant une fraction de seconde, le dos tourné à la table. La phrase resta suspendue dans l'air, invisible pour tous les autres, mais la frappant comme une gifle physique. Elle ressemble à une souris effrayée, n'est-ce pas? La grand-mère de Daisy était originaire de Saint-Pétersbourg. Le russe n'était pas seulement une langue que Daisy avait étudiée. C'était la langue de la cuisine de son enfance, la langue des berceuses et la langue sur laquelle elle écrivait actuellement sa thèse. Elle en comprenait toutes les nuances, toutes les inflexions. Elle ne se retourna pas. Elle continua à marcher vers le bar, les jointures blanchies par la force avec laquelle elle serrait le plateau en argent. Juste une souris, pensa-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Juste une souris effrayée qui a besoin de ce travail. Elle ne savait pas encore que la souris était sur le point de rugir. L'heure de pointe du dîner commença pour de bon. La cuisine était un ballet chaotique de chefs qui criaient et de casseroles qui s'entrechoquaient, contrastant fortement avec la sérénité de la salle à manger. Daisy se déplaçait entre ces deux mondes, transportant des assiettes de fougue et de risotto au homard, son esprit revenant sans cesse à la table 4. Chaque fois qu'elle s'approchait de la table de Nikolai Petro, l'atmosphère semblait plus pesante. Il consommait de l'alcool à un rythme alarmant. Le 82 Lafitte avait disparu, remplacé par une bouteille de Crystal, puis une autre. À chaque verre, leur volume augmentait, tout comme leur arrogance. Daisy s'approcha pour débarrasser des assiettes d'apéritif. La table était jonchée de miettes et de mets à moitié mangés. Isabella avait à peine touché à son tartare de thon, ayant passé tout le repas à prendre des selfies sans flash. « Tout est à votre goût ?» demanda Daisy doucement, en tendant la main vers l'assiette de Nikolai. Il ne bougea pas le bras pour lui faciliter la tâche. Elle dut se contorsionner maladroitement pour passer autour de lui, en prenant soin de ne pas effleurer son costume. « Le tartare était banal, dit Nikolai en anglais, d'une voix ennuyée. Dites au chef qu'il perd son talent. Je transmettrai le message, monsieur, répondit Daisy en empilant les assiettes sur son bras gauche, luttant légèrement contre le poids et l'angle. Nikolai se tourna vers Isabella. Il sourit, les yeux brillants d'un amusement malicieux. Il repassa en russe, pensant que le cryptage d'une langue étrangère le rendait invincible. Postmotri is. Il ricana, faisant un geste vague vers Daisy avec son verre de vin. Non, Daisy eut le souffle coupé. Regarde ses mains, rouges et rugueuses. Elle passe probablement son temps libre à récurer les sols. C'était un coup bas. Ses mains étaient rugueuses. Elles étaient gercées par les détergents agressifs utilisés pour nettoyer les tables du restaurant et par le lavage à la main des vêtements de sa mère pour économiser les frais de laverie. C'étaient les mains d'une survivante, pas d'une femme de ménage. Isabella eut un petit rire vide de sens. Elle ne parlait pas russe, mais elle comprenait le ton. Elle savait reconnaître la moquerie quand elle l'entendait. « Que dis-tu, Nico? Tu es encore méchant. »« J'admire simplement la faune locale, » répondit Nikolai en anglais, en lui faisant un clin d'œil. Puis, se tournant vers Julian, il continua en russe, plus rapidement cette fois, ses mots se mélangeant légèrement. « Je parie qu'elle ne comprend même pas ce que nous mangeons. Pour elle, ce n'est que de la nourriture chère. Elle préférerait un hamburger. » Julian éclata de rire en tapant sur la table. « Mon Dieu, j'adore quand tu es comme ça. » Daisy sentit une chaleur monter dans son cou et rougir ses joues.
Ce n'était plus seulement de l'embarras, c'était de la colère. Une colère froide et dure. Elle avait passé 5 ans à analyser la syntaxe de Dostoïevski et la poésie de Pouchkine. Elle avait traduit des documents diplomatiques pour gagner un peu d'argent. Elle avait une intelligence qui surpassait largement celle de ses voyous fortunés. Pourtant, il ne voyait en elle qu'une servante. Elle retourna dans la cuisine, les mains tremblantes. « Ça va, Bennett ?» C'était Marco, le sous-chef. C'était un homme gentil, l'un des rares à traiter le personnel de salle comme des êtres humains. Il vit son regard. « Ça va, » répondit Daisy d'une voix tendue. « La table 4 est juste difficile. »« Petro, » ricana Marco en s'essuyant les mains sur un torchon. « Ce type est une menace. Ne le laisse pas t'atteindre. Dépose juste le plat principal, prends l'argent et rentre chez toi. Dépose le plat principal. Prends l'argent. Rentre chez toi. » Daisy baissa les yeux vers le plateau qui l'attendait. 4 assiettes de bœuf wagyu cuit à point, garnies de feuilles d'or comestibles. C'était grotesque. Le prix d'un de ces steaks pouvait payer son loyer pendant 3 mois. Elle prit le plateau. Il était lourd, l'ancrant au sol. En retournant dans la salle, elle vit Henderson qui l'observait comme un faucon. Il fit un subtil geste de la main pour lui demander d'accélérer. Elle s'approcha de la table 4. L'ambiance avait légèrement changé. Ils se disputaient à propos d'une affaire, semblait-il. « L'accord à Moscou est en train de capoter, Nico, » disait Julien en anglais, l'air inquiet. « Si les régulateurs examinent les rapports environnementaux, nous sommes fichus. » Nikolai fit un geste de la main pour signifier son mépris. « Les régulateurs sont payés. Je m'en suis occupé personnellement. » Daisy commença à poser les assiettes. « Un steak pour la dame. Un steak pour le monsieur. » Lorsqu'elle posa l'assiette de Nikolai devant lui, il leva les yeux vers elle, le regard vitreux. Il était irrité par l'interruption de sa conversation. Il regarda le steak, puis Daisy. Il décida qu'il avait besoin d'un dernier éclat de rire pour affirmer sa domination. Il la regarda droit dans les yeux et parla en russe, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. La table se tut, attendant la traduction, ou peut-être simplement appréciant le ton autoritaire. « Écoutez-moi bien, si vous renversez ça sur mon costume, je vous licencierai et vous devrez payer le nettoyage pour le reste de votre pathétique existence. » Quelque chose se brisa en Daisy. Ce n'était pas un bruit fort, c'était le clic discret d'une serrure qui s'ouvre. La peur d'Henderson s'évapora. L'inquiétude concernant le loyer s'estompait. Il ne restait plus que la dignité de son éducation et la fierté de son héritage. Elle en avait fini d'être une souris. Elle a fini de placer le steak sur la table avec une précision parfaite. Elle a ajusté les couverts. Elle a fait un pas en arrière, a joint les mains devant son tablier et a regardé Nikolai Petro droit dans les yeux. La table est devenue silencieuse, sentant que quelque chose n'allait pas. Les serveuses ne faisaient pas ce genre de contact visuel. Elles ne se tenaient pas dans cette posture. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit la bouche. Le silence que Daisy imposait n'était pas bruyant. C'était un vide. C'était l'inspiration soudaine et haletante avant un coup de tonnerre. Pendant 3 heures, elle avait été invisible. Une non-entité vêtue d'un gilet et d'un pantalon noir, un simple mécanisme de livraison. Mais maintenant, debout au bord de la table 4, elle semblait avoir grandi. La fatigue qui avait affaissé ses épaules s'était évaporée, remplacée par la posture rigide et droite d'une femme qui savait exactement qui elle était. Elle regarda Nikolai Petro, le regarda vraiment. Elle vit la dilatation minime de ses pupilles, la légère brillance de sueur sur son front dû au vin, l'arrogance gravée dans les rides nasolabiales autour de sa bouche. Il attendait qu'elle s'excuse, qu'elle s'enfuit, qu'elle se recroqueville. Daisy ne se recroquevilla pas. Elle laissa un petit sourire triste effleurer ses lèvres, un sourire de pitié, pas de soumission. Quand elle parla, sa voix n'avait pas le ton monotone d'une serveuse. Elle était riche, résonnante, parfaitement modulée, et c'était dans un russe de Saint-Pétersbourg impeccable. Vibes pouet au voin. Elle commença à rouler les syllabes sur sa langue comme du mercure liquide, lisse et froid. « Segda, occupez-vous de votre costume, monsieur. »« Petro. Mais les taches de vin peuvent être enlevées. Malheureusement, les taches sur votre âme et votre éducation sont permanentes. » La réaction fut instantanée et viscérale. Nikolai se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche s'arrêta en plein vol. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur une bobine de film.
Le sourire narquois disparut de son visage, remplacé par une expression de totale incompréhension, la bouche grande ouverte. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle parlait russe, c'était de la façon dont elle le parlait. Son accent était aristocratique, raffiné, celui de l'ancienne intelligentsia russe, bien supérieur à son propre dialecte rude et endurci par les affaires. Isabella, qui ne comprenait pas les mots, mais comprenait le changement de pouvoir, regarda Nikolai puis Daisy, la bouche légèrement ouverte. Julian Thorne posa son verre de scotch, les yeux plissés. Daisy n'avait pas fini. Elle sentit une dangereuse et enivrante montée d'adrénaline. Elle reporta son regard sur Julian, puis revint à Nikolai, reprenant sa remarque précédente sur les hamburgers. « Idélia », continua-t-elle, en parlant suffisamment bas pour que seule leur table puisse l'entendre, créant ainsi une sphère intime d'humiliation. « Jan Pourri, classe. » Et pour information, je n'aime pas les hamburgers. Je préfère Tchekhov et les gens qui comprennent que l'argent n'achète pas la classe. Vos mains sont peut-être douces, mais vos mots sont grossiers. Mes mains sont rugueuses parce que je gagne ma vie en travaillant honnêtement et non en me moquant de ceux qui vous servent à manger. Elle fit une pause, laissant les mots russes s'imprimer dans la nappe comme des pierres lourdes. Puis elle repassa sans effort à l'anglais, le visage masqué par une politesse professionnelle. « Savourez votre bœuf wagyu, monsieur. Il est cuit à point, exactement comme vous l'avez demandé. » Pendant 10 secondes, personne ne bougea. Le bruit ambiant du restaurant, le cliquetis des couverts, le faible bourdonnement du jazz, les rires provenant du bar semblaient appartenir à un autre univers. À la table 4, le temps s'était arrêté. Le visage de Nikolai prit une teinte cramoisie qui s'accordait avec les rideaux. C'était un homme qui avait bâti son empire sur le contrôle. Il contrôlait les marchés, il contrôlait les salles de réunion, et il contrôlait les femmes. Se faire réprimander par une serveuse dans sa propre langue maternelle devant ses pairs était une faille dans sa réalité. Il ne pouvait pas l'accepter. Julian fut le premier à sortir de sa paralysie. Il laissa échapper un sifflement incrédule. « Bon sang, Nico, je crois qu'elle vient de te tuer. » Les yeux de Nikolai se posèrent sur Julian, furieux, puis revinrent sur Daisy. Ses mains se crispèrent en poing sur la nappe blanche. On aurait dit qu'il voulait renverser la table pour crier, pour affirmer sa domination physiquement, car intellectuellement, il venait d'être désarmé. « Qui êtes-vous » murmura Nikolai d'une voix rauque. L'anglais lui semblait maladroit après la poésie de son russe. « Je suis votre serveuse, monsieur Petrov, » dit Daisy, le menton levé. « Je m'appelle Daisy, et je viendrai bientôt m'occuper de votre table. » Elle fit demi-tour, ses mouvements précis et militaires. Elle s'éloigna de la table, sentant la chaleur de son regard lui brûler les omoplates. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Ses mains, cachées dans les plis de son tablier, tremblaient si violemment qu'elle dut les serrer en poing. Elle l'avait fait, elle avait franchi la ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le chemin du retour vers la station de service lui semblait interminable. Les sens de Daisy étaient en ébullition. Elle entendait le sang battre dans ses oreilles. Elle savait avec une certitude terrifiante qu'elle venait probablement de perdre son emploi. Les gens comme Nikolai Petrov ne prenaient pas l'humiliation à la légère. Ils n'applaudissaient pas l'esprit des classes inférieures. Ils l'écrasaient. Elle arriva à la station-service et agrippa le comptoir en marbre froid, essayant de stabiliser sa respiration. Bennett, le sifflement venait de derrière elle. C'était Henderson. Il surgit de l'ombre comme un mauvais présage. Son visage était crispé par le stress. Il n'avait pas entendu la conversation, mais il avait vu le langage corporel. Il avait vu Nikolai Petrov se figer. Il avait vu la perturbation dans l'atmosphère sacrée de la salle d'obsidienne. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura Henderson d'un ton agressif, la coinçant contre la machine à expresso. « Pourquoi M. Petrov te regarde-t-il comme s'il voulait t'écorcher vive? Tu t'es trompé dans la commande? Je t'avais dit à point. La commande était parfaite. Monsieur Henderson, dit Daisy, la voix légèrement tremblante. Elle essaya de le contourner, mais il lui barra le passage. Ne me mens pas, cracha Henderson. Je l'ai vu arrêter de manger. J'ai vu son expression. Tu l'as offensé. Bon sang, je savais que je n'aurais pas dû te confier cette section. Vous n'êtes pas assez expérimenté. Je ne l'ai pas offensé, dit Daisy, retrouvant un peu de son fougueux caractère. J'ai simplement répondu à une question qu'il m'a posée. Vous ne répondez pas aux questions.
La voix de Henderson s'éleva, tremblante de panique. « Vous servez, vous souriez, vous disparaissez. C'est votre travail. » Avant que Daisy n'ait pu répondre, une agitation éclata à la table 4. Ce n'était pas un cri. C'était le bruit du cristal qui se brisait. Daisy et Henderson tournèrent brusquement la tête. Nikolai Petro s'était levé d'un coup, sa chaise grinçant sur le parquet. Dans sa précipitation, ou peut-être dans sa rage aveugle, sa main avait balayé la table, faisant voler son verre de champagne en cristal. Il s'était brisé sur le sol, projetant des éclats de verre et du vin millésimé coûteux sur la nappe blanche immaculée et le sol ciré. Le restaurant est devenu silencieux. Toutes les têtes se sont tournées. Nikolai ne regardait pas le désordre. Il regardait directement Daisy. Ses yeux étaient écarquillés, hagards. Il a pointé un doigt vers elle à travers la pièce. « Toi » a-t-il rugi. Henderson est devenu pâle. Il avait l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque. « Oh mon Dieu, il est furieux. » Henderson n'attendit pas d'explication. Il passa en mode contrôle des dégâts. Il attrapa Daisy par le bras, ses doigts s'enfonçant dans son biceps avec suffisamment de force pour lui faire des bleus. « Viens avec moi, » grogna-t-il. « Maintenant. » Il la traîna sur le sol, la tirant vers la table 4 comme un agneau sacrificiel. Daisy essaya de retirer son bras, mais sa prise était de fer. « Monsieur Petro, je suis vraiment désolé. » Henderson commença à s'excuser avant même qu'il n'atteigne la table. Il s'inclina légèrement en marchant, faisant preuve d'une politesse pathétique. « Veuillez pardonner la maladresse du personnel. C'est inacceptable. Absolument inacceptable. » Ils atteignirent la table. Le désordre était impressionnant. Du vin coulait du bord de la table sur le tapis. Isabella avait replié ses jambes, agacée à l'idée que ses chaussures puissent être mouillées. Julian observait la scène avec un sourire narquois, appréciant le spectacle. Nikolai se tenait là, respirant bruyamment. Il regarda Henderson puis Daisy. Henderson balbutia, poussant légèrement Daisy vers l'avant. « Elle est nouvelle, incompétente. Je vais m'en occuper immédiatement, Monsieur Petro. Elle sera renvoyée. Je vous offrirai l'intégralité du repas. Je vous apporterai le millésime 64, c'est la maison qui offre. » Henderson se tourna vers Daisy, le visage déformé par une colère vertueuse. « Excusez-vous, Bennett. Excusez-vous auprès de Monsieur Petro pour avoir gâché sa soirée puis vidé votre casier. Vous êtes renvoyé. » Daisy sentit le monde s'écrouler sous ses pieds, licencié, juste comme ça. Les frais de scolarité, l'insuline, tout cela s'était évaporé face à la lâcheté de Henderson. Elle regarda Henderson, un sentiment de dégoût montant dans sa gorge. Puis elle regarda Nikolai. Le milliardaire l'observait. Il ne regardait pas le vin renversé. Il ne regardait pas Henderson. Il observait Daisy avec une intensité déconcertante. Il avait vu le directeur la malmener. Il avait entendu le mot « virer ». Daisy redressa sa veste. Elle libéra son bras de l'emprise de Henderson d'un coup sec. « Je ne m'excuserai pas pour votre maladresse, Monsieur Petrov, » dit-elle d'une voix claire dans la pièce silencieuse. Elle parla en anglais cette fois-ci, afin que tout le monde puisse l'entendre. « Et je ne m'excuserai pas d'avoir de la dignité, » haleta Henderson. « Sortez, sortez maintenant. Attendez. » Ce simple mot trancha les cris de Henderson comme une lame. Il venait de Nikolai. Nikolai Petro contourna la table, écrasant les morceaux de verre sous ses chaussures en cuir italien. Il ignora le vin qui imprégnait son pantalon. Il s'approcha de Daisy, envahissant son espace personnel et la dominant de toute sa hauteur. Henderson se tut, tremblant. Il s'attendait à ce que Nikolai la frappe ou demande à la sécurité de la jeter dehors. Nikolai se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Daisy pouvait sentir l'odeur du scotch coûteux et le parfum persistant de l'eau de Cologne. Elle ne broncha pas. Elle soutint son regard, ses yeux bleus se fixant sur les siens, glacés. « Tu parles russe » dit Nikolai doucement en anglais. Ce n'était pas une question. « Oui » répondit Daisy. « Le dialecte de Saint-Pétersbourg » murmura-t-il, académique, presque archaïque. « Où l'as-tu appris ?»« À l'université Kolia » répondit Daisy. « Pendant mes études supérieures et grâce à ma grand-mère. » Nikolai la fixa longuement, ce qui la mit mal à l'aise. La colère dans ses yeux se mêlait à autre chose. Un respect surpris. Ou peut-être la prise de conscience que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait réellement vu, non pas le portefeuille, mais l'homme, et l'avait trouvé insuffisant. Il tourna lentement la tête pour regarder Henderson.
Vous la licenciez, demanda Nikolai d'une voix faussement calme. Henderson acquiesça vigoureusement, pensant qu'il s'alignait sur le milliardaire. Oui, monsieur. Immédiatement. Elle a manqué de respect. C'est vrai. Tais-toi, dit Nikolai. Il ne cria pas. Il lâcha simplement ses mots comme un poids. La bouche de Henderson se referma avec un clic audible. Nikolai se retourna vers Daisy. La tension dans la pièce était si palpable qu'elle en était suffocante. Vous pensez que vous êtes meilleur que moi, lui dit Nikolai. Parce que vous lisez des livres, parce que vous mémorisez des poèmes. Je pense, dit Daisy en choisissant ses mots avec la précision d'un chirurgien, que le caractère se définit par la façon dont on traite ceux qui ne peuvent rien faire pour vous. Et selon cette définition, Monsieur Petro, vous êtes un homme très pauvre. L'insulte resta suspendue dans l'air. Julian Thorne rit à nouveau d'un rire nerveux. Elle a du cran, Nico. Je lui accorde ça. La mâchoire de Nikolai se crispa. Une veine palpitait dans sa tempe. Il était au bord du précipice. Il pouvait la détruire. Il pouvait passer un coup de fil et s'assurer qu'elle ne travaillerait plus jamais dans cette ville. Mais alors, le coin de sa bouche se tordit. « Traduis ça, » dit Nikolai en passant soudainement au Russe, les yeux brillants de défi. Daisy n'hésita pas. Celui qui ne prend pas de risque ne boit pas de champagne. Nikolai baissa les yeux vers le verre brisé et le cristal gâché sur le sol. Il laissa échapper un petit rire sec et aigu. Ce n'était pas un son joyeux, mais il n'était plus en colère. C'était le son d'un homme qui venait de recevoir un coup de poing au visage et qui réalisait qu'il était toujours debout. « Henderson, » dit Nikolai sans détourner les yeux de Daisy. « Oui, monsieur, » répondit le gérant d'une voix aiguë. « Si vous la licenciez, » dit Nikolai d'une voix grave et menaçante, « j'achèterai cet immeuble, j'expulserai ce restaurant et je le transformerai en parking. Vous comprenez? » Henderson avait l'air d'avoir reçu une gifle. Il cligna rapidement des yeux. « Excusez-moi. » « Vous m'avez bien entendu, » dit Nikolai. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte de crédit noire, du genre en titane sans limite. Il la tendit à Daisy, pas à Henderson. « Apportez une autre bouteille, » dit Nikolai à Daisy, « et apportez un verre pour vous. » Daisy fixa la carte. « Je suis en service, monsieur. Je ne peux pas boire. »« Je rachète votre service, » dit Nikolai. « Asseyez-vous. » La chaise de la table 4 était recouverte de velours, d'un noir profond qui semblait absorber la lumière. Lorsque Daisy s'assit, elle ne se sentit pas comme une invitée. Elle se sentit comme un spécimen placé sous un microscope. Le restaurant était toujours paralysé. Les clients des tables voisines, sénateurs, actrices, magnats de la technologie, faisaient semblant de manger, mais leurs yeux se tournaient vers le spectacle. Une serveuse, toujours en tablier, assise avec le prince de glace. C'était un scandale en direct. Henderson s'était évaporé. Il avait pris la carte en titane de ses mains tremblantes et s'était enfui à la cave, priant probablement pour que le sol s'ouvre et l'engloutisse avant qu'il ne doive revenir. Daisy était assise sur le bord de sa chaise, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux pour cacher ses tremblements. Elle était très consciente de la hiérarchie. Elle était la seule personne à la table à porter du polyester. Tous les autres étaient vêtus de soie et de laine. « Détends-toi, » dit Nikolai. Il la regardait à nouveau, le menton posé sur sa main, les yeux lourds mais perçants. « On dirait que tu attends le peloton d'exécution. »« N'est-ce pas le cas ?» demanda Daisy d'une voix calme. « Monsieur Henderson est en train de déboucher une bouteille qui coûte plus cher que ma voiture. Quand l'addition arrivera et que l'adrénaline sera retombée, tu te rendras peut-être compte que tu as fait une erreur. »« Je ne fais pas d'erreur, » répondit Nikolai d'un ton neutre. « Je fais des investissements. » Julian Thorne se pencha en avant, faisant tourner son scotch dans son verre. Le choc initial s'était estompé, remplacé par une curiosité digne d'un requin. Il regardait Daisy comme on regarde un chien qui parle, avec un mélange d'amusement et d'incrédulité. Julian la dévisagea alors longuement, parcourant son uniforme du regard. Daisy était bien Daisy, l'érudite. « Dites-nous, que fait une étudiante en littérature russe diplômée au 21e siècle, à part servir du bœuf à ses supérieurs? » C'était un piège, un appât. Il voulait la mettre sur la défensive. Daisy tourna son regard vers Julian. De près, sa peau était trop lisse, probablement le résultat de peelings chimiques coûteux. Il n'avait pas le côté dangereux de Nikolai. Julian était doux, un homme qui avait hérité du pouvoir plutôt que de s'en emparer. « Elle apprend à lire les gens, » dit Daisy froidement.
La littérature est l'étude de la condition humaine. Elle vous apprend à reconnaître la tragédie, la comédie, et vite. Elle laissa son regard s'attarder sur Julian, une fraction de seconde de plus que nécessaire sur le mot « rapide ». Isabella Vance laissa échapper un rire moqueur et aigu. Elle secoua ses cheveux, sa robe argentée scintillant. « Oh, elle est fougueuse! Nico, tu vas vraiment laisser la domestique nous faire la leçon? C'est ennuyeux. » « Tais-toi, Isabella, dit Nikolai. Il ne la regarda même pas. Isabella recula comme si elle avait reçu une gifle. Elle s'affala sur sa chaise, sortit son téléphone pour envoyer furieusement un SMS à quelqu'un, se retirant ainsi de la conversation. Henderson revint. Il transpirait abondamment. Il portait une bouteille de Salon Lames Neil 1996, un champagne blond légendaire pour sa fraîcheur et son prix. Il versa un verre pour Nikolai, remplit le verre d'eau de Julian, puis, avec un air de pure agonie, posa une flûte en cristal devant Daisy. Il versa le liquide doré. Les bulles montèrent en une colonne frénétique parfaite. « Laisse la bouteille, » ordonna Nikolai. « Et va-t'en, » Henderson disparut à nouveau. « Bois, » dit Nikolai à Daisy. « Je vous l'ai dit, » répondit Daisy sans toucher au verre. « Je travaille. J'ai acheté votre temps, » rétorqua Nikolai d'une voix plus basse. « Pendant l'heure qui suit, vous travaillez pour moi, mais pas comme serveuse. Considérez cela comme une consultation. » « Une consultation sur quoi? »« Sur l'honnêteté, » répondit Nikolai. Il prit son verre. « Tout le monde a cette table moment. Julian me dit que mes idées sont brillantes parce qu'il veut gérer mon portefeuille. Isabella me dit que je suis drôle parce qu'elle veut monter sur mon yacht. Toi, dit-il en la pointant du doigt, tu es la première personne en 5 ans à me dire en face que j'ai l'âme souillée. Il leva son verre, Zagnost à l'honnêteté. Daisy hésita. L'arôme du champagne flottait, mêlé à des notes d'agrumes et de fleurs blanches. C'était l'odeur d'un monde dont elle était exclue, mais elle était déjà assise. La ligne était franchie. Elle tendit sa main rouge et rugueuse, saisissant le pied délicat du verre. Elle le leva. « Zagnost » murmura-t-elle. Elle prit une gorgée. C'était exquis. Cela avait le goût de la lumière des étoiles et du fer froid. « Alors, » dit Nikolai en baissant son verre, « tu étudies les classiques. Qui est ton préféré? » « Lemanto » répondit Daisy instantanément. « Un héros de notre temps. » Nikolai haussa un sourcil. « Péturin, l'homme superflu, le cynique qui détruit tout ce qu'il touche parce qu'il s'ennuie. » Il ne s'ennuie pas seulement. Daisy le corrigea, s'oubliant un instant, se laissant emporter par sa passion académique. Il est le produit d'une société qui n'a pas besoin de ses talents. Il devient cruel parce qu'il n'a aucun exutoire pour sa grandeur. C'est une tragédie de potentiel gâché. Nikolai la fixa du regard. Le bruit du restaurant semblait s'estomper davantage. « Une tragédie du potentiel gâché », répéta-t-il lentement, faisant rouler les mots dans sa bouche. Il baissa les yeux vers ses mains, des mains qui brassaient des milliards de dollars, des mains qui détruisaient des entreprises. « Et vous pensez que je suis péturin? »« Je pense, » dit Daisy en croisant son regard, « que vous vous ennuyez, monsieur. Pétro, et que cela vous rend dangereux. Mais Purin est mort seul lors d'un voyage en Perse. Ce n'était pas une fin heureuse. » Julian éclata de rire, brisant le charme. « Bon sang, Nico, elle te psychanalyse. C'est de l'or pur. » Mais Nikolai ne riait pas. Il regardait Daisy avec une intensité étrange, une faim qui n'avait rien à voir avec la nourriture ou le sexe. C'était la faim d'un homme qui avait enfin trouvé un adversaire digne de jouer aux échecs avec lui. « Peut-être, » murmura Nikolai en russe, de sorte qu'elle seule puisse l'entendre. « Peut-être avez-vous raison. Butin était libre. Et vous êtes libre, Daisy. » Daisy regarda son uniforme, le directeur qui observait depuis l'ombre, l'image mentale des factures impayées de sa mère. « Non, » répondit-elle en russe. « Nickness pour Bordon. » Personne n'est libre. L'heure s'étira. La bouteille de salon fut vidée et une autre fut commandée, un vin rouge lourd et sombre. Cette fois, un Cabernet Screaming Eagle. Daisy buvait avec modération, consciemment, sachant qu'elle avait besoin de garder toute sa lucidité. Nikolai, cependant, buvait à un rythme effréné et terrifiant. Il ne semblait pas ivre. Il semblait plutôt aiguiser ses arêtes, devenir plus anguleux. La conversation était passée de la littérature à la seule chose qui intéressait vraiment des hommes comme Nikolai et Julian, le jeu de l'accumulation. Julian devenait de plus en plus agité. Il regardait sans cesse sa montre et jetait des coups d'œil à une tablette qu'il avait sortie de sa mallette. L'écran brillait d'un texte dense.
Nico, nous devons signer l'acquisition de Chelyabinsk avant minuit, heure de Moscou. Julian insistait en tapotant l'écran. L'équipe juridique a envoyé la version finale il y a 1 heure. Il s'agit d'un transfert standard de droits miniers. Nous avons juste besoin de ta signature numérique. Nikolai fit un geste de la main pour signifier son désintérêt. C'est bon, j'ai lu le résumé. Signe. Tu n'as pas lu l'addendum en entier, dit Julian d'une voix tendue. Mais le résumé était clair. C'est une transaction propre. Faible risque, rendement élevé. Si nous attendons, les investisseurs chinois vont se précipiter. Daisy les observait. Elle ne connaissait rien à la haute finance, aux fusions et acquisitions, mais elle connaissait le langage corporel et elle voyait quelque chose chez Julian Thorne qui lui donnait la chair de poule. Il était trop impatient. Son pied tapait d'un rythme rapide sous la table. Ce n'était pas simplement un subordonné qui essayait de faire son travail. C'était un joueur qui essayait d'encaisser ses gains avant que le croupier ne remarque les cartes marquées. « Montre-moi. » Nikolai soupira. Il prit la tablette des mains de Julian. Le document était en russe juridique, un maquis dense et impénétrable de jargon bureaucratique, de voix passives et de terminologie archaïque. Même les locuteurs natifs avaient du mal à le comprendre. Nikolai le parcourut rapidement, ses yeux se déplaçant rapidement. Trop rapidement. Il le survolait, il était arrogant et légèrement ivre. « Très bien, grogna Nikolai. Il leva le doigt pour appuyer sur le bouton « Approuver ». Daisy sentit un pincement au ventre. C'était irrationnel. Cela ne la regardait pas. Si Nikolai Petro perdait des millions, c'était de la justice karmique. Mais le souvenir de Lemonto, de la discussion sur le potentiel gâché, persistait et plus encore, elle détestait être invisible. Elle détestait qu'on suppose qu'elle était trop stupide pour comprendre leur monde. « Je peux ?» demanda Daisy. Sa voix était douce, mais elle arrêta le doigt de Nikolai à quelques millimètres de l'écran. Julian tourna brusquement la tête vers elle. « Excusez-moi, ce sont des données confidentielles de l'entreprise. Vous êtes serveuse. Contentez-vous de servir le vin. » Il lit trop vite, dit Daisy à Nikolai, ignorant Julian. « Et vous êtes fatigué. Le russe juridique est compliqué. Un seul suffixe peut changer la responsabilité d'une clause entière. » Nikolai la regarda, puis regarda la tablette, puis la regarda à nouveau. Il lui tendit l'appareil. « Lis-le, la défia-t-il. »« Nico » protesta Julian, le visage rouge. « Tu es fou? Tu montres des documents sensibles à une civile. C'est une violation des protocoles NDA. »« Je m'en fiche, dit Nikolai. Lis-le, Daisy. Dis-moi ce que j'ai manqué. » Daisy prit la lourde tablette. Ses yeux s'habituèrent à la luminosité. Elle commença à lire. C'était un texte difficile, avec des obligations, des clauses subsidiaires, des indemnités. Mais Daisy avait passé 3 ans à traduire des actes fonciers du 19e siècle pour sa thèse. Elle connaissait le rythme de l'obscurcissement bureaucratique. Elle savait comment les fonctionnaires russes cachaient le couteau dans le bouquet. Elle lut la première page. Standard. Elle lut la deuxième page standard. Puis, à la 3e page, dans une sous-section concernant les responsabilités en matière de dépollution environnementale, elle s'arrêta. Son doigt s'attarda sur un paragraphe. La syntaxe était alambiquée, une phrase qui s'étendait sur 6 lignes sans interruption. « Julian, dit-elle sans lever les yeux. Le résumé mentionnait-il la clause de dégradation historique rétroactive? » Julian se figea. Il prit une gorgée de son scotch, la main légèrement tremblante. « Quoi? C'est une clause standard. » « Non, dit Daisy. Elle leva les yeux vers Nikolai. « Ce n'est pas standard tel que c'est écrit. » Elle passa au russe pour être plus précise. « Predimasha deata. Il est écrit ici que vous acceptez la responsabilité non seulement des dommages futurs, mais aussi de tous les dommages environnementaux causés par le propriétaire précédent depuis 1990. » Elle fit une pause, laissant le temps à l'information d'être assimilée. « Cette mine se trouve à Chelyabinsk, continua-t-elle en anglais. L'une des régions les plus polluées de la planète. Si vous signez ce document, vous n'achetez pas seulement une mine. Vous achetez 3 décennies de nettoyage de déchets toxiques. Le coût ne se chiffrerait pas en millions, mais en milliards. Cela mènerait cette filiale à la faillite. Le silence autour de la table était absolu. Il était plus pesant que le silence qui avait suivi la chute du verre. Nikolai tourna lentement la tête pour regarder Julian. Le prédateur était de retour. L'alcool semblait s'être évaporé de son organisme, ne laissant place qu'à une rage froide et intense. « Julian, dit Nikolai doucement, est-ce vrai? »
Je me suis fié à l'équipe juridique, balbutia Julian, la sueur perlant sur sa lèvre supérieure. Je ne l'ai pas fait. La traduction peut être ambiguë. Elle n'est pas ambiguë. Daisy l'interrompit d'une voix ferme. La grammaire est au cas instrumental. Pleine responsabilité. C'est explicite. Nikolai regarda la tablette dans les mains de Daisy. Puis il regarda son ami et partenaire commercial. « Tu m'as vendu à découvert, » murmura Nikolai. Il comprit soudain. « Tu as parié contre l'accord. Tu voulais que je le signe pour que les actions s'effondrent lorsque les dettes seraient révélées. Tu allais vendre les actions à découvert. » Julian se leva de sa chaise en faisant un bruit assourdissant. « C'est ridicule. Je ne vais pas écouter une serveuse interpréter le droit international complexe. Je m'en vais. » « Siège-toi, » rugit Nikolai. Le son était terrifiant. Ce n'était pas le cri d'un client de restaurant. C'était l'ordre d'un oligarque. Julian s'assit. Il ressemblait à un ballon dégonflé. Nikolai reprit la tablette des mains de Daisy. Il regarda la clause qu'elle avait soulignée. Il ne la lut pas. Il lui faisait confiance. Il annula la transaction d'un geste violent du doigt. Il posa la tablette sur la table et se tourna vers Daisy. Pour la première fois de la soirée, il n'y avait aucune moquerie dans son regard. Il n'y avait aucune arrogance. Il y avait de la peur. La peur d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait failli faire un pas dans le vide. Et la seule personne qui l'avait rattrapé était celle qui l'avait insulté pendant 2 heures. « Vous venez de me sauver, » dit Nikolai, la voix pleine d'émerveillement. « Vous venez de me faire économiser 400 millions de dollars. » Daisy se sentait épuisée. L'adrénaline retombait. Elle voulait juste rentrer chez elle. « Je ne l'ai pas faite pour vous, » dit-elle doucement. « Je l'ai faite parce que je déteste les fautes de grammaire. » Elle se leva. Son service était techniquement terminé. « Je dois y aller, Monsieur Petro. Ma mère a besoin de ses médicaments. » Elle commença à s'éloigner, laissant le milliardaire, le mannequin et le banquier traître assis dans les décombres de leur soirée. « Attendez, » appela Nikolai. Daisy s'arrêta. Elle ne se retourna pas. « Ne venez pas se travailler demain, » dit Nikolai. Le cœur de Daisy se serra. Était-il en train de la licencier? Par dépit, parce qu'elle l'avait vue faible. « Pourquoi? » demanda-t-elle d'une petite voix. « Parce que, » répondit Nikolai, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Tu es surqualifiée et j'ai un poste vacant de traductrice. Le salaire est négociable, mais je t'assure qu'il est plus élevé que celui d'une serveuse. » Daisy se retourna. Nikolai était debout. Il leva son verre de vin rouge foncé. « Fais Zafra, Daisy, » dit-il. « À demain, Daisy. » Daisy le regarda. Elle regarda Henderson qui jetait un œil depuis la cuisine. Elle regarda le luxe qui l'entourait. « À Zafra, Nikolai, » répondit-elle. Elle sortit de la pièce obsidienne, laissant les lourdes portes vitrées se balancer derrière elle. Elle entra dans l'ascenseur de service, appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et, alors que les portes se refermaient, elle se permit enfin de sourire. La souris n'avait pas seulement rugi, elle avait pris le contrôle de la maison. Le trajet en métro pour retourner dans le Queens fut une transition brutale. Il y a seulement 1 heure, Daisy sirotait un champagne millésimé qui coûtait plus cher que les allocations d'invalidité annuelles de sa mère. À présent, elle était coincée entre un ouvrier du bâtiment fatigué et un adolescent qui écoutait de la musique à plein volume, les lumières fluorescentes du train clignotant au-dessus de sa tête. Lorsqu'elle ouvrit la porte de leur petit appartement au rez-de-chaussée, l'odeur des vieux radiateurs et du chou bouilli la frappa. L'odeur de la pauvreté. Sa mère, Catherine, dormait dans le fauteuil inclinable, respirant faiblement. Une pile d'enveloppes rouges était posée sur le comptoir de la cuisine. Des derniers avis de paiement. Daisy toucha la carte de visite en titane dans sa poche. Elle était chaude, comme un talisman, ou peut-être comme de l'or des fous. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Allongée dans son lit, elle fixait les taches d'humidité au plafond, repassant la scène dans sa tête. Avait-elle vraiment humilié un milliardaire? Lui avait-il vraiment proposé un emploi? Dans la lumière froide de 4 heures du matin, les événements de l'Obsidian Room lui semblaient être un rêve fiévreux. Les hommes comme Nikolai Petro n'embauchaient pas de serveuses pour diriger leurs empires. Ils dégrisaient, réalisaient qu'ils avaient été momentanément charmés par une nouveauté et passaient à autre chose. À 8 heures, le doute s'était transformé en une lourde pierre dans son estomac. Elle décida de ne pas y aller. Elle ne pouvait supporter l'humiliation d'être refoulée par la sécurité, d'entendre Nikolai rire et dire « C'était une blague, petite souris ».
Puis, à 8h15, on frappa à la porte. Ce n'était pas un coursier. C'était un homme en costume noir portant une oreillette. Daisy Bennett? Demanda-t-il. Il n'avait pas l'air d'être à sa place dans le Queens. Oui, M. Petrov a envoyé une voiture. Il vous attend pour le briefing de 9 heures. Daisy baissa les yeux vers sa tenue, un pantalon de survêtement usé et un T-shirt. Je ne suis pas habillé. Je ne pensais pas qu'il était sérieux. Le chauffeur regarda sa montre. Vous avez 10 minutes, mademoiselle Bennett. Monsieur Petrov n'aime pas attendre. Le trajet jusqu'à la Sterling Tower se fit en silence. Daisy était assise à l'arrière de la Maybach, regardant la ville défiler devant ses yeux. Elle avait enfilé son seul tailleur d'entretien, un ensemble bleu marine qu'elle avait acheté dans une friperie pour ses présentations de fin d'études. Il était propre, mais la coupe était démodée. Lorsqu'elle arriva dans les bureaux du penthouse de Petro Holdings, l'atmosphère était complètement différente de celle du restaurant. Ici, l'air crépitait d'affaires importantes. Les téléphones sonnaient, les analystes criaient devant leur rangée d'écrans et les murs étaient recouverts d'œuvres d'art abstraits qui semblaient dégressives et coûteuses. La réceptionniste ne lui demanda pas son nom. Elle se contenta de lui indiquer les doubles portes en chaîne au bout du couloir. Il est dans la salle de réunion. Daisy s'engagea dans le couloir. Son cœur battait à tout rompre, mais elle se souvenait de la sensation du verre de champagne dans sa main. Tsar renifla. Avec honnêteté, elle poussa les portes. La salle de réunion était immense. Une longue table en marbre noir dominait l'espace. Nikolai était assis en bout de table, l'air impeccablement frais, comme s'il n'avait pas bu 3 bouteilles de vin la veille. Mais il n'était pas seul. Julian Thorne était là. Mais Julian n'était pas assis. Il se tenait debout, pâle et débraillé, flanqué de 2 agents de sécurité de l'entreprise et d'une femme qui semblait être avocate. Nikolai leva les yeux lorsque Daisy entra. Son expression était indéchiffrable. « Ah » dit Nikolai, sa voix résonnant dans la grande pièce. L'expert en syntaxe est arrivé. Il désigna une chaise à côté de lui. « Asseyez-vous, Daisy. » Daisy s'assit. Elle évita de regarder Julian, dont les yeux fixaient le sol. « Nous étions justement en train de discuter du contrat chez la Banz, dit Nikolai d'un ton conversationnel. Il semble que mon équipe juridique ait confirmé votre traduction. La clause de responsabilité était effectivement cachée dans l'addendum. Une erreur administrative, selon M. Thorne. C'était une erreur, Nico, supplia Julian, la voix brisée. Je jure que je ne l'ai pas vue. Vous ne l'avez pas vue, répéta Nikolai. Mais une serveuse qui lisait à l'envers dans un restaurant faiblement éclairé, après avoir travaillé pendant 10 heures, l'a vue. Nikolai se leva et s'approcha de Julian. Le silence dans la pièce était terrifiant. Je ne tolère pas l'incompétence, Julian, mais je ne tolère certainement pas la trahison. Vous vendiez les actions à découvert. Nous avons trouvé les ordres de bourse ce matin. Julian s'effondra. Il n'avait plus la force de se battre. Faites-le sortir d'ici, dit Nikolai aux agences de sécurité. Et appelez la SEC. Je veux qu'il soit poursuivi pour délit d'initié. Alors qu'on traînait Julian dehors, il ne regarda pas Nikolai. Il regarda Daisy. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement de la stupéfaction. Il avait été terrassé par la personne qu'il n'avait pas jugée digne de son regard. Lorsque les portes se refermèrent, Nikolai expira. Il se tourna vers Daisy. Son intensité de requin s'adoucit légèrement. « Tu as fait économiser 400 millions de dollars à la société hier soir, dit-il. « Je vous l'avais dit, répondit Daisy d'une voix calme. Je déteste juste les fautes de grammaire. » Nikolai gloussa. Il prit un dossier sur la table et le fit glisser vers elle. « Ce n'est pas une offre d'emploi pour un traducteur, dit-il. » Daisy ouvrit le dossier. C'était un contrat de travail. Le titre en haut indiquait « Analyste senior en relations internationales ». Ses yeux se posèrent sur le montant du salaire. Elle s'arrêta. Elle cligna des yeux. C'était plus d'argent que sa mère n'aurait gagné en 10 vies. C'était assez pour les meilleurs médecins. C'était assez pour une maison avec un jardin. C'était assez pour être libre. « Je ne peux pas accepter cela, » dit Daisy doucement. Nikolai fronça les sourcils. « Pourquoi le salaire est-il insuffisant? »« Non, » dit Daisy, « c'est trop. Je n'ai aucune expérience dans la finance. J'ai un diplôme en littérature slave. Je suis serveuse. Les gens diront... » « Les gens diront quoi? » Nikolai l'interrompit. « Ils diront que vous avez couché pour arriver au sommet. Laissez-les parler. Je n'embauche pas pour les lignes de Keith Daisy. J'embauche pour le caractère.
J'embauche pour la personne qui a le courage de me dire la vérité quand tout le monde ment pour garder ses primes. Il se pencha, posant ses mains sur la table en marbre. Vous avez l'esprit vif. Vous comprenez la culture, ce qui signifie que vous comprenez les gens. Je peux t'apprendre la finance en 6 mois. Je ne peux pas t'apprendre l'intégrité que tu as ou que tu n'as pas. Daisy regarda le contrat. Elle pensa aux enveloppes rouges sur son comptoir. Elle pensa à M. Henderson, qui lui claquait des doigts. « J'ai des conditions, dit Daisy. Nikolai haussa un sourcil. « Tu négocies bien. J'ai besoin d'une couverture médicale complète pour ma mère, avec effet immédiat, sans période d'attente. D'accord. Et je dois terminer mon master. Cours du soir. Je paierai les frais de scolarité, dit Nikolai. Considérez cela comme un développement professionnel. Et encore une chose, dit Daisy. Je veux dîner à l'Obsidian Room ce soir. Et je veux la même table. Nikolai sourit. C'était un sourire sincère cette fois, qui atteignait ses yeux. Je passe vous chercher à 20 heures, 1 an plus tard. La pluie tombait à nouveau sur Manhattan, mais à l'intérieur de l'Obsidian Room, il faisait chaud et la lumière était dorée. Daisy Bennett était assise à la table 4. Elle ne portait pas de polyester. Elle portait un blazer crème sur mesure qui imposait le respect. Elle tenait un verre d'eau minérale et passait en revue un briefing sur le climat géopolitique en Europe de l'Est. « Votre eau gazeuse, mademoiselle Bennett. » Daisy leva les yeux. Une jeune serveuse à l'air terrifiée et épuisée posait le verre avec des mains tremblantes. Elle avait une tache de fleurs sur son tablier. Daisy sourit. Elle se vit dans les yeux de la jeune fille, la peur, l'épuisement, l'espoir. « Merci, dit Daisy. » Elle ferma son dossier. « Comment vous appelez-vous? »« Emily, madame. »« Eh bien, Emily, dit Daisy, respirez profondément. Vous faites du bon travail et assurez-vous de vérifier le millésime du Cabernet pour la table sept. Le gérant a mélangé les caisses tout à l'heure. » La jeune fille la regarda, stupéfaite par sa gentillesse. « Merci. Merci beaucoup. » Nikolai Petro s'assit en face de Daisy. Il avait l'air fatigué mais heureux. Il posa sa main sur la sienne sur la table. « Prête pour la réunion sur la fusion? » demanda-t-il. « Toujours, » répondit Daisy. Elle regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Elle n'était plus une souris. Elle n'était plus un fantôme. Elle était Daisy Bennett. Et elle avait réécrit sa propre histoire, phrase après phrase. On dit que le caractère, c'est ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. Mais parfois, le caractère, c'est ce que vous êtes quand la personne la plus puissante de la pièce vous regarde et que vous refusez de vous rabaisser. Daisy Bennett n'a pas seulement changé son compte en banque ce soir-là. Elle a changé la définition du pouvoir dans une pièce remplie de gens qui pensaient être les maîtres du monde. Elle a prouvé que la dignité est une monnaie plus précieuse que l'or et que parfois, la voix la plus discrète dans la pièce est la seule qui mérite d'être écoutée. Nikolai Petro a appris qu'on ne sait jamais qui détient les clés de notre salut. Ce pourrait bien être la personne qui vous sert votre verre d'eau à tous. Si cette histoire vous a donné des frissons ou si vous vous êtes déjà senti sous-estimé et avez voulu prouver au monde qu'il avait tort, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide vraiment la chaîne. Et je veux savoir ce que vous auriez fait à la place de Daisy. Seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous pris la parole? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui vous plonge directement dans le drame de la vie réelle. À bientôt dans la prochaine vidéo.